T'imagines si mentir était impossible? Première idée, les couples exploseraient en masse. Il n'y aurait plus moyen de dire non, t'es pas grosse ou non, je ne pense jamais à mon ex. Et ça encore, ce sont de petits mensonges. Mais s'il y a eu tromperie, il n'y aurait plus moyen de mentir et donc les couples avec tromperie casseraient. Déjà qu'officiellement, il y a 50% des mariages qui finissent avec un divorce, et ça c'est de manière officielle, parce qu'il y a de nombreux couples mariés qui en réalité sont séparés, mais décident de rester mariés officiellement pour avoir droit à des avantages vis-à-vis de l'État, même si en réalité il n'y a plus d'amour dans le couple. Donc on a déjà en réalité plus de 50% des couples qui ne durent pas. Si en plus tu ajoutes tous les couples où il y a eu tromperie, que ce soit de la part de la femme ou de l'homme, eh bien je pense vraiment que le taux de rupture pourrait atteindre les 80 ou 90%, dans une réalité où mentir est impossible. Non seulement il y aurait une hausse des ruptures dues à des tromperies, parce que pour moi ça c'est impardonnable, dans la majorité des cas les gens ne pardonnent jamais réellement. Ils peuvent dire je t'ai pardonné, mais en réalité il y a toujours une rancœur, et donc pour moi quand il y a eu une tromperie dans un couple, même si la personne trompée décide de pardonner entre guillemets, en fait c'est déjà mort, tu vois. La relation est pourrie de l'intérieur, ça ne sert à rien de continuer, mieux vaut arrêter avant que le pourrissement ne se propage davantage. Donc ça, c'est dans le cas où il y a eu une tromperie et que bah, tu dis la vérité, en fait, tu peux pas faire autrement. Mais il y a également le fait, comme je l'ai dit un peu plus tôt, de ne pas pouvoir faire de petits mensonges blancs. Par exemple, les non t'es pas grosse ou les non je ne pense jamais à mon ex, ce sont des mensonges blancs, mais si on ne peut plus faire autrement que de les dire, eh bien à terme ça peut évidemment éroder la relation et donc mener à la rupture de la relation. Deuxième idée, la drague deviendrait brutale ou géniale. Tu pourrais plus dire je veux juste prendre un verre, t'es obligé de dire je veux juste coucher avec toi une fois. Également, la femme ne pourrait plus faire espérer des hommes qui leur paient des verres, elle devrait leur dire la vérité, alors les hommes ne paieraient rien et elle achèterait son verre seule comme une grande. Vous savez, il y en a plein des femmes comme ça qui sortent en fait en soirée, etc. et qui en fait sortent sans argent parce qu'elles savent très bien qu'il y a des hommes qui vont leur payer des verres. Et pourquoi ils leur paient des verres? C'est parce qu'ils ont une idée derrière la tête. La femme joue le jeu, elle prétend également être intéressée alors qu'en réalité elle ne l'est pas. Elle considère l'homme qui lui paie un verre seulement comme un porte-monnaie ambulant. Alors dans cette réalité, la femme lui dirait en fait, elle ne lui dirait même pas désolé, je te trouve sympathique, mais je préfère m'arrêter là. En fait, elle lui dirait cache la vérité. Elle lui dirait t'es vraiment repoussant, je te trouve pas beau, j'ai aucune attirance envers toi, mais heureusement que t'es là parce que j'avais pas envie de dépenser mon argent pour boire un verre ce soir. Merci de me servir comme porte-monnaie. Et normalement, en entendant ça, l'homme se dirait quelle insulte, quelle arrogance, quel mépris, et il s'en irait sans lui payer le moindre verre. Sauf bien sûr dans les cas où il y a des hommes qui aiment se faire humilier. Mais bon, ça c'est une minorité. Évidemment, je parle d'une situation où la femme se fait payer des verres, mais il y a évidemment plein d'autres situations où la femme se fait payer autre chose que des verres, où elle se sert véritablement de l'homme comme d'un porte-monnaie ambulant. Évidemment, pour ces situations également, la femme devra leur dire la vérité et normalement, dans la plupart des cas, les hommes ne paieront rien parce qu'ils se sentiront utilisés. Et ça, c'est profondément insultant. Troisième idée, les réseaux sociaux s'écrouleraient ou du moins serait beaucoup plus authentique. C'est fini les fausses vies, les vies toujours parfaites, les je vais bien alors que ça ne va pas, les photos retouchées avec en légende ça c'est ma vraie peau alors qu'on sait tous qu'il y a 9 calques Photoshop dessus, c'est fini tout ça. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les gens montrent ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent montrer, la plupart du temps, c'est les meilleurs côtés de leur vie. De sorte à ce qu'il semblerait qu'ils aient une vie parfaite, à ce que l'on croit sur les réseaux sociaux qu'ils ont une vie parfaite. Dans un monde où mentir est impossible, déjà c'est fini les retouches photos, parce que les retouches photos sont en quelque sorte un mensonge. Ça c'est un abus souvent des femmes, la retouche photo à outrance. Tu rencontres une femme dans la vraie vie et tu prends son Instagram, tu vois sur son Instagram que c'est pas du tout la même ressemblance avec elle sur les photos. Elle était déjà mignonne dans la vraie vie, mais va savoir pourquoi elle a décidé de rajouter énormément de filtres et vraiment elle est méconnaissable sur les réseaux sociaux. Si tu compares la photo des réseaux sociaux
et la fille dans la vraie vie, vraiment, ça n'a rien à voir. Donc déjà, les retouches photos diminueraient énormément. Pour moi, les seules retouches photos qui existeraient dans ce monde-là, c'est pour corriger un élément qui habituellement n'est pas présent. Par exemple, si tu as un bouton et que c'est vraiment exceptionnel, eh bien là, tu pourrais le corriger. Et ce ne serait pas un véritable mensonge étant donné qu'habituellement, tu aurais une belle peau. Aussi, les gens sur les réseaux sociaux seraient obligés de raconter tous les aspects de leur vie. Pas forcément les aspects qui les mettent en valeur, mais également les aspects qui peuvent leur porter préjudice. Simplement parce que s'ils veulent raconter leur vie sur les réseaux sociaux et qu'ils doivent dire la vérité, ils doivent alors absolument tout dire, être un livre ouvert. Quatrième idée, les enfants sauraient tout. Il n'y aurait plus moyen de cacher la mort, le S, la pauvreté, les secrets de famille, les contes de fées, comme le Père Noël, la petite fée des dents, le croque-mitaine, etc. Alors, il n'y aurait plus d'innocence de l'enfance. Cette période bénie qu'est l'enfance, où l'on ne se rend pas compte de la réalité du monde, on croit que tout le monde est beau, on croit que tous les gens sont gentils, alors qu'en réalité non, on est dans une grande naïveté, une grande innocence, mais au moins on vit heureux. Alors dans un monde sans mensonge, il n'y aurait plus d'innocence, il n'y aurait plus de naïveté et il y aurait sans doute moins de bonheur chez les enfants. Cinquième idée, la politique deviendrait ingérable. À l'heure actuelle, la plupart des gens mentent. Et le gouvernement est composé de gens. C'est une pure logique mathématique de conclure donc que la plupart des membres du gouvernement mentent, peu importe le gouvernement. Imagine un président obligé de dire on n'a pas de solution, on improvise. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Le pire des cas, ce serait un président qui dit on fait tout notre possible pour puiser vos ressources jusqu'à ce que vous soyez complètement vidés. Ça, ce serait vraiment inadmissible. Je pense que c'est le comportement caché de certains politiciens, mais évidemment que s'ils venaient à dire cela à leur population, il y aurait des révoltes, des révolutions, des soulèvements partout dans le monde, évidemment. On devrait alors trouver des gens qui veulent gouverner le pays en ayant à cœur le bien des personnes qu'ils gouvernent, et véritablement, je pense que ces personnes-là sont rarissimes. Ce sont des perles rares qu'il faut trouver et choyer. Cela prendrait du temps d'instaurer un gouvernement avec des personnes qui ont à cœur le bien du peuple, puisque cela prendrait du temps de trouver ces personnes-là, étant donné qu'elles représentent un faible pourcentage dans la population. Mais une fois qu'on les aurait trouvées, une fois qu'on aurait établi un tel gouvernement, je pense que les choses iraient tellement mieux, que ce soit dans un pays, une région, un département, etc. Sixième idée, la justice serait instantanée. Plus besoin de juge, d'avocat ou de procès. T'as pris quelque chose qui ne t'appartenait pas, t'es obligé de le dire. On peut imaginer un tribunal avec des bornes où les gens avoueraient d'eux-mêmes leurs délits ou crimes, puis le personnel pénitentiaire prend le relais. Par exemple, au McDo, il y a des bornes où tu choisis ton menu, ton sandwich, peu importe, et tu as plusieurs choix. Et là, dans ces bornes-là, il y aurait la liste de tous les délits et crimes qu'il est possible de commettre, que ce soit prendre quelque chose qui ne t'appartient pas, faire une atteinte à la vie de quelqu'un, essayer de nuire à la vie de quelqu'un, user de violence à l'encontre de quelqu'un, etc. Et dès que c'est validé, dès que ton aveu est effectué, il y a directement le personnel pénitentiaire à côté qui t'emmène en prison et cela permettrait une justice instantanée. Septième idée, les excuses auraient plus de valeur. Il serait impossible de dire je suis désolé si tu ne l'es pas vraiment. Donc les excuses seraient à chaque fois sincères. Nous n'aurions pas à nous demander si la personne pense réellement ses excuses ou non. J'imagine que ça t'est déjà arrivé d'entendre une personne te dire je suis désolé, je m'excuse, je regrette et toutes les variantes, mais tu sens que cette personne ne pense pas réellement ce qu'elle dit, qu'elle s'excuse simplement par principe pour espérer obtenir une sorte de pardon de ta part, pour ensuite espérer obtenir autre chose de ta part, mais tu sens réellement qu'il n'y a aucune sincérité dans ces excuses. Huitième idée, le S deviendrait plus libre et plus trash. Plus de faux orgasmes, plus de ça me va comme ça, plus de oui mais pas ce soir. Les partenaires se diraient mutuellement s'ils ont du plaisir ou non, alors il y aurait un risque de froisser certains égos, voire de causer des ruptures si l'on s'aperçoit qu'il y a un vide à combler de ce côté.
Je pense que pour la plupart des couples, le S représente quand même une grande partie de la raison de rester en couple ou non. Si une personne dans le couple est insatisfaite d'un point de vue S, c'est vraiment difficile de rester puisque on passe à côté d'une grande partie de ce qui fait qu'un couple ressent du plaisir ensemble et alors à terme est heureux. Également, si une personne dans le couple te dit je ne ressens qu'un plaisir avec toi lorsque l'on fait du S, je vais essayer de voir ailleurs pour ressentir du plaisir, évidemment que ce genre de déclaration amènera en grande partie à des ruptures. L'autre situation, c'est pour les gens qui ne sont pas nécessairement en couple et qui cherchent à avoir du S. On pourrait imaginer des situations où les hommes iraient aborder des femmes en leur proposant de faire directement du S, et même des situations où les femmes iraient aborder des hommes, tout simplement puisqu'elles n'auraient plus cette retenue à aller voir des hommes qui leur plaît, en se disant que c'est à l'homme de faire le premier pas. Là, il y aurait le fait de ne pas pouvoir mentir qui prendrait le dessus, et donc les femmes iraient elles aussi voir des hommes en leur proposant de faire du S. Alors dans une certaine mesure, on peut s'attendre à ce que la société devienne une sorte d'immense orgie où il y aurait bien plus de personnes qui laisseraient libre cours à leur pulsion animale, simplement car le S serait plus facile d'accès, car que ce soit du côté des hommes ou des femmes, l'un comme l'autre avouerait ses pulsions à l'autre partie, et donc les relations simplement de S se démultiplieraient. Neuvième idée, tout le monde saurait ce que tu penses au fond. Ton boss, ta mère, ton voisin, ton crush, tu ne peux plus cacher ce que tu ressens vraiment. Alors deux situations émergeraient. Soit la plupart des relations sociales seraient impossibles car trop d'ego serait facilement brisé par des propos vrais mais blessants. Comme je l'ai dit dans une idée précédente, imagine ta copine te demande est-ce que j'ai grossi? Toi tu lui réponds mais oui t'es grosse, tu ressembles à un gros boudin. Moi quand je me suis mis en couple avec toi, tu ressemblais pas à ça. C'est n'importe quoi là, il y a du laisser aller. Alors, avec ce type de réponse, il y a de fortes chances que ta copine se mette à pleurer dans un premier temps, puis à te quitter dans un second temps, parce qu'elle va te considérer comme un CO, vous connaissez la suite. Et ça, c'est un exemple d'une relation de couple, mais on peut également penser que des situations similaires se développeraient, que ce soit au sein de la famille, avec des amis, avec les relations professionnelles, etc. Ce qui rendrait donc la plupart des relations sociales impossibles ou très difficiles. Soit il y aurait une sorte d'évolution génétique, je vous renvoie à Charles Darwin et sa théorie de l'évolution, où les personnes les moins susceptibles seraient les plus aptes à survivre, car elles seraient les plus à même de garder le lien social avec leur groupe, malgré les propos malheureux reçus. Donc je reprends mon exemple précédent, où tu dis à ta copine que oui, elle a grossi, mais dans cette situation, elle s'en fiche absolument, ça ne lui fait rien, elle prend l'information vraie, et elle fait en sorte d'apporter des solutions par rapport à son état de fait, le fait qu'elle soit devenue grosse. Elle traite l'information réellement froidement, sans émotion, elle ne se met pas à pleurer, puis elle ne te quitte pas après par rancœur, non, dans cette situation-là, elle apporte des solutions aux problèmes de manière froide et calculée. Ce serait donc une situation où les plus à même de survivre sont ceux qui sont le moins susceptibles. Il y aurait en quelque sorte une généralisation d'un certain je m'en foutisme, ou du moins une absence généralisée des émotions. Dixième idée, l'amitié deviendrait rare mais vraie. Il y a toujours un moment où un ami fait quelque chose qui te déplaît, et il faudrait en parler en espérant que ça ne rompe pas l'amitié. Ainsi, les amitiés qui durent seraient sincères. T'es obligé de dire je t'aime bien mais t'es relou ou je reste avec toi par intérêt. Alors dans le cas du je reste avec toi par intérêt, là aussi pour tous les amis qui ont de l'ego, ce sera difficile de rester ami avec la personne qui te dit je reste avec toi par intérêt parce que tu te sentiras utilisé et c'est profondément dégradant. Dans le cas du je t'aime bien mais t'es relou, là je pense qu'il y aura plus de personnes qui resteront dans la relation amicale parce que t'es relou, c'est pas non plus rédhibitoire. J'en ai eu aussi des potes qui étaient de temps en temps relous. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un bon équilibre. C'est-à-dire que la plupart du temps, ce pote ne soit pas relou et que, on va dire, allez, 5% du temps ou 10% du temps, c'est un relou. Dans ce cas-là, c'est supportable. Mais s'il est relou 100% du temps, non, c'est sûr que vaut mieux larguer ce pote. Un autre exemple, j'imagine que ça vous est déjà tous arrivé, les gars. T'es en soirée, t'es avec un pote et il y a une meuf que t'aimes bien et ton pote aussi il aime bien la meuf. Et il va essayer de te descendre en fait juste pour
essayer de surélever son niveau par rapport à toi devant la meuf. Bon alors déjà dans la plupart des cas ça ne marche pas les gars, la meuf va le voir et elle va vous considérer comme minable, ça il faut le savoir. Mais en essayant de vous rabaisser pour lui se rehausser, forcément ça va toucher votre ego et dans ce cas-là vous devrez lui dire que là il a dépassé les bornes et vous devrez lui dire avec un certain tact, pas juste viens dehors on va s'expliquer, un certain tact si vous voulez que votre relation amicale perdure. 11e idée, l'économie entière changerait. Fin de la pub mensongère, des vendeurs qui te baratinent, des CV truqués, des entretiens avec faux sourires. Certains métiers seraient très difficiles à pratiquer. Pour un vendeur, il devrait dire les défauts d'un produit ou service, et forcément la plupart des gens n'achèteraient pas un produit ou un service s'ils connaissaient le ou les défauts de ce produit ou ce service, alors on peut s'attendre à ce que les vendeurs gagnent bien moins leur vie. Pour un médecin, quand il ne sait pas, il devrait le dire, alors le mythe du médecin qui sait tout s'effondre, la plupart des gens auraient moins confiance en la médecine et dans les capacités largement surestimées de la plupart des médecins. Et là aussi, on peut s'attendre à ce que les médecins aient de moins en moins de patients. Pour un avocat, déjà car les délinquants et criminels avoueraient leurs crimes immédiatement, comme je l'ai expliqué dans une idée précédente. Ensuite, car s'il y avait procès, il devrait dire ce qu'il sait être vrai, et donc le procès serait extrêmement rapide. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'avocats qui défendent leurs clients, alors même qu'ils savent que leurs clients ont fait des actes répréhensibles. Mais ils les défendent, non pas parce qu'on est dans un état de droit, ça je n'y crois pas, je n'y crois plus, mais ils les défendent parce que leurs clients les payent, tout simplement. Alors s'il y avait procès, l'avocat dirait de lui-même que son client est coupable et qu'il mérite la peine encourue. Si le client est effectivement coupable, hein, attention, si le client est innocent, dans ce cas-là, il y aurait la poursuite normale du procès. Mais comme je l'ai dit dans une idée précédente, les délinquants et criminels avoueraient d'eux-mêmes leurs crimes et délits. Dans ce cas-là, il n'y a plus réellement de raison de poursuivre quelqu'un en justice, qu'il soit innocent ou non, car l'on saurait que les gens iraient admettre leurs crimes et délits d'eux-mêmes. Et donc les notions de innocent et coupable ne seraient plus aussi pertinentes qu'elles le sont aujourd'hui. 12e idée, la trahison serait immédiate. Le concept de trahison serait difficile à imaginer car, j'imagine, que personne ne décide de trahir du jour au lendemain. C'est suite à une accumulation de choses désagréables faites à notre égard que l'on décide de trahir. Mais dans un monde où mentir est impossible, alors on dirait immédiatement que telle chose faite à notre égard a été désagréable. Et alors il y aurait rupture ou réparation de la relation. Mais pas de prolongation de la relation avec possibilité de trahison, car l'on repartirait sur des bases saines ou pas. Tu ne pourrais pas cacher que tu complotes, que tu veux quitter quelqu'un, que tu as un plan B, que tu veux assassiner quelqu'un, simplement car tu devras dire la vérité. Et donc, si le mensonge est impossible, a fortiori, le mensonge à long terme est encore plus impossible. 13e idée, les relations amoureuses et de S seraient plus franches. Tu veux juste faire du S? Tu le dis. Tu veux une histoire sérieuse? Tu le dis. Plus de zone grise. Il y aurait alors potentiellement un succès moindre des applications de rencontres, car les gens auraient simplement à sortir dans la rue en disant « Je cherche ceci, je cherche cela, tu veux tenter cela avec moi ?» Si intéressé, alors ça part, sinon on demande à la personne juste derrière toi, ça irait bien plus vite que sur les applis de rencontres. Mais là aussi, comme je l'ai développé dans une idée précédente, non seulement les hommes iraient voir les femmes en leur proposant directement de faire du S, mais également les femmes iraient aborder les hommes en leur proposant de faire du S. Et on peut s'attendre ainsi à ce qu'il y ait une sorte d'orgie généralisée dans la société, ou du moins à ce que les personnes qui ne sont pas en couple fassent davantage de S avec davantage de partenaires. 14e idée, la religion serait mise à nu. Si tu ne crois pas vraiment, tu ne peux plus le cacher. Et si le prêtre doute de Dieu, il ne peut plus mentir. Aussi, s'il y a de nombreux mensonges dans les récits théologiques, leur mise en lumière rendrait le récit global non fiable, ce qui détruirait la foi de milliards de croyants. On pourrait donc s'attendre, avec la mise à nu de la religion,
à un régressement de la foi de la part des croyants, alors à une diminution du nombre de croyants dans les religions, et donc à une diminution du pouvoir de la religion dans nos sociétés. Également, ça c'est pour la religion chrétienne, les 10 commandements deviendraient les 9 commandements, car il faudra retirer le commandement indiquant « tu ne mentiras point », puisque cela fera sens commun de ne pas mentir, car parmi les commandements, l'on n'écrit pas tout ce qui fait sens commun. 15e idée, tu ne pourrais plus mentir à toi-même. Le mensonge à soi-même est probablement le mensonge le plus fréquent et surtout le pire, car l'on s'abstient de prendre les actions que l'on sait être les bonnes à prendre, simplement car l'on vit dans le déni. On peut donc s'attendre à un regain de bonnes habitudes. Manger sainement, faire du sport, arrêter le tabac et autres substances. Ce serait la fin du « ça va aller », la fin du « je suis heureux », la fin du « je mérite ce que j'ai ». Dans cette réalité, tu dois affronter ta propre vérité. 16e idée, la vie charnelle cachée exploserait au grand jour. Il ne serait plus possible de cacher qu'on est attiré par un autre genre ou par quelque chose de tabou. Alors d'un côté, ceux qui ont des pratiques charnelles légales devront assumer, rendant ainsi leurs pratiques pas réellement tabous, car ce qui rend quelque chose de tabou est le fait que l'on n'en parle pas. S'il y a de plus en plus de personnes qui parlent de leurs pratiques charnelles auparavant considérées comme tabous, au bout d'un certain temps, ces pratiques ne seront plus considérées comme tabous. Et de l'autre côté, il y a ceux qui ont des pratiques charnelles illégales qui iront confesser leurs crimes, notamment aux bornes, comme je l'ai expliqué dans une idée précédente. 17e idée, les influenceurs devraient dire ce qu'ils pensent véritablement des marques. Dans la plupart des cas, ce qu'ils vendent est nul, et en le disant, ils feront peu de ventes. Alors, ils seront sûrement payés un prix fixe, car les commissions seraient peu élevées. On peut imaginer des influenceurs dire face caméra, sans sourciller, « ce produit est vraiment nul, mais on me paie ». De manière générale, on peut s'attendre à ce qu'il y ait moins de services ou produits de faible qualité avec de nombreux défauts, tout simplement car les vendeurs, les publicités, les influenceurs, etc. seraient obligés de dire la vérité, de parler des défauts du produit ou du service, et donc forcément ce produit ou service se vendrait bien moins. Ce qui amènerait alors les entreprises proposant des produits ou services de qualité à survivre et à faire davantage de ventes qu'auparavant, où le marketing et les publicités pouvaient contrebalancer la faible qualité d'un produit ou d'un service. 18e idée, tout le monde saurait qui veut vraiment le pouvoir. On aurait des politiciens beaucoup plus honnêtes, ou du moins il y aurait toujours les mêmes personnes qui souhaitent être politiciens, mais elles seraient obligées de dire si elles veulent être politiciens par intérêt personnel ou si elles veulent être politiciens pour faire avancer la cause commune du peuple. Et je pense, comme je l'ai développé dans une idée précédente, qu'il y a en réalité une minorité de politiciens qui souhaitent faire avancer la cause commune du peuple. Je pense vraiment que la plupart des politiciens le sont par un intérêt personnel. Alors, si le sens commun est toujours en vigueur parmi la population qui vote, on peut s'attendre à ce que seulement les politiciens qui ont à cœur le bien commun du peuple soient élus. Cela prendrait davantage de temps de composer un gouvernement avec de telles personnes, car il faut le temps de trouver ces personnes-là qui ont à cœur le bien du peuple et de les recruter, et de trouver quel poste pourrait correspondre à leurs compétences. Mais une fois qu'un gouvernement serait composé de politiciens ayant à cœur le bien de leur peuple, alors je pense que les choses avanceraient bien plus vite. Ce serait assez simple en fait. On saurait sur quel pied danser avec telle ou telle personnalité politique. Si la personnalité politique est là par intérêt personnel, eh bien je suis désolé, mais elle n'a rien à faire dans la politique. Elle doit sortir du champ politique. À l'inverse, si la personne a à cœur d'aider le peuple, eh bien on la garderait au gouvernement. Les personnes qui sont là par intérêt personnel ne pourraient plus dire « je suis là pour aider », elles devraient juste assumer en disant « je veux dominer ». A l'inverse, les personnes qui, elles, sont réellement là pour aider leur peuple pourraient dire « je suis là pour aider ». 19e idée, les derniers secrets familiaux voleraient en éclats. Les phrases de type « t'es pas mon fils » ou encore « t'as toujours préféré ta sœur » qui sont
aujourd'hui difficilement imaginable à prononcer, pourrait être prononcé dans un monde comme celui-ci, où il n'y aurait plus de mensonges, mais où cela amènerait de potentielles ruptures familiales. Je pense qu'il y a quand même de nombreuses familles où il y a des secrets qui sont soigneusement gardés, puisque le fait de les dévoiler à tous les membres de la famille pourrait provoquer une dissolution des relations familiales. Prenons un cas extrême d'un oncle qui a été un petit peu trop tactile avec sa nièce. Il est évident que si la nièce venait à raconter cela à ses parents, cela provoquerait une rupture familiale entre l'oncle et les parents de la nièce. Autre exemple, c'est si un enfant a été adopté, imagine que les parents lui ont caché la vérité toute sa vie et qu'ils lui disent après 20 ou 30 ans, désolé, mais en fait t'es pas mon fils ou t'es pas ma fille. Forcément, l'enfant se sentira trahi en un sens et il est possible qu'il rejette la relation familiale avec ses parents adoptifs. Ou encore un autre exemple, imaginez une famille nombreuse avec 5 ou 6 enfants et il y a l'enfant que les parents aiment le moins et ils lui disent t'es l'enfant qu'on aime le moins. Non mais imagine un peu l'état émotionnel de l'enfant qui entend ça de la part de ses parents. Il doit être absolument traumatisé. S'il est beaucoup trop jeune, évidemment qu'il ne va pas rompre les liens familiaux avec ses parents. S'il est suffisamment vieux et en âge d'être indépendant, peut-être que cette déclaration pourrait l'amener à rompre les liens familiaux avec ses parents. Dans un cas comme dans l'autre, ce serait profondément blessant pour l'enfant d'entendre ça de la bouche de ses parents. 20e idée, le mode de vie des femmes serait à réinventer. D'un point de vue évolutif, les femmes ont utilisé et abusé le mensonge pour puiser les ressources des hommes et gagner la compétition féminine afin de survivre et même bien vivre. Des deux genres, les femmes sont celui qui ment le plus. Alors, si elles devaient dire la vérité en permanence, c'est tout un mode de vie qu'elles devraient réadapter. Non seulement au niveau des relations intimes, par exemple, mentir à leur homme sur le fait qu'elle soit amoureuse de lui, des relations professionnelles, par exemple, mentir à leur boss sur le fait qu'elle déclare adorer son costume jaune et orange, ou des relations amicales, par exemple, et ça on l'a tous vu, des femmes se jeter sur leur prétendue copine en disant «Comment tu vas ma copine?», alors que derrière leur dos, ces mêmes femmes-là critiquent comme pas possible leur copine avec des phrases du type «T'as vu comment elle s'habillait cette sale paix et tu comprends la suite». Et évidemment des exemples, je peux en citer en veux-tu, en voilà. Donc vraiment, il y aurait tout un mode de vie chez les femmes à réinventer. 21e idée, et toi, tu penses que ton entourage t'aimerait encore s'il savait toute ta vérité? Imagine, juste 24 heures sans pouvoir mentir. Rien, pas même par omission. Tu perds qui? Tu gardes qui? Tu redeviens qui? Si demain, tu ne pouvais plus mentir à personne, tu dis quoi? Et surtout, est-ce que tu serais encore aimé? Dis-le moi en commentaire.